Est-ce que vous savez ce que c'est? Non? Eh bien, c'est un os de ptérodactyle que j'ai trouvé à l'occasion de mes fouilles en Arizona et que James Horner, le célèbre paléontologue, a accepté généreusement de me prêter à l'occasion de cette vidéo. Regardez, on trouve ici la marque caractéristique d'une griffe de Velociraptor. Mais c'est un os de porc. Oui, bon, j'avoue, c'est juste un os de porc, effectivement, que j'ai trouvé près de chez moi, dans la haie, et je me suis dit que ça pouvait être un bon début pour faire une vidéo sur l'empathie chez les animaux. Voilà, j'avoue. L'empathie chez les animaux? Sérieusement? En 2014, en Inde, tous les passants d'une gare furent fort étonnés lorsqu'ils ont vu un singe pratiquer un massage cardiaque sur un autre singe. Et ils furent d'autant plus étonnés de voir que le singe sauveteur ne facturait même pas de dépassement d'honoraires à son congénère. Bon, je disais que c'était un massage cardiaque, en fait c'était beaucoup plus rudimentaire que ça. Il a oublié de le mettre en position latérale de sécurité, il n'avait pas les coudes bien verrouillés, il a oublié l'apport d'oxygène aussi, mais bon, c'était quand même, c'était pas mal, il y avait l'idée, c'était pas mal. En tout cas, tout se passe comme si le singe sauveteur était intéressé par la situation de son semblable au point qu'il cherchait à le sortir d'un état qui était pour lui inhabituel. Il semble bien que notre cher singe est intéressé par la mort de son congénère et cherche à y remédier, mais ne le fait-il que par intérêt? Ne le fait-il que parce que sa propre survie dépend de celle de son ami mort sur les rails? Les animaux ne peuvent-ils donc pas faire preuve d'altruisme et d'actes gratuits? Eh bien, si ce genre d'histoire vous plaît, je vous conseille de rester. J'en ai quelques autres, au moins aussi étonnantes à vous raconter, que j'ai pioché dans le livre de Franz de Waal, intitulé « L'âge de l'empathie », dont je vous recommande vivement la lecture. La première histoire que je vais vous raconter est particulièrement attendrissante, émouvante, et je dirais même un petit peu triste. Alors sortez les mouchoirs, parce que vous allez peut-être chialer. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une superbe transition, parce que chialer vient du mot chiot. Enfin, viendrait peut-être du mot chiot, qui signifie, comme vous le savez, un petit chien. Et justement, il sera question d'un chien dans cette histoire, et pas n'importe lequel. Le chien le plus célèbre du Japon. Notre histoire se déroule en 1924, alors que le Japon est encore un empire, puisque l'on parle de l'Empire du Japon, ou du Japon impérial. Cette année-là, le professeur Ueno Hidesaburo se voit offrir un chien par l'un de ses étudiants. Un chien qu'il nomme Hachiko. Tous les jours, Hachiko accompagne son maître à la gare de Shibuya. Le soir, Hachiko revient à la même station pour y attendre son maître de retour du travail. Malheureusement, le 21 mai 1925, son maître meurt en plein travail. Malgré cela, Hachiko de la race des Akita continuera d'acquitter son obligation de loyauté. Il continuera chaque soir à se rendre à la gare à l'heure à laquelle était censé arriver son maître. Il décéda en 1935 à l'âge de 11 ans. Plusieurs statues furent érigées en son honneur, dont l'une ne fut de son vivant, mais elle fut démantelée durant la Seconde Guerre mondiale pour cause de pénurie de métaux. Sachez qu'il existe quantité d'histoires similaires, sauf en Chine où Hachiko aurait peut-être, même certainement, fini en même. Hachiko le nem. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que l'on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. L'inverse n'est pas toujours vrai. La deuxième histoire que je vais vous raconter se déroule en Floride en 1954. Une expédition destinée à réapprovisionner un aquarium ouvert au public se déroule, et un bâton de dynamite est largué sous l'eau à proximité d'un banc de grands dauphins. Un des dauphins est soufflé par la déflagration. Il remonte à la surface et penche de façon préoccupante. C'est alors que deux dauphins remontent à la surface et se placent de telle façon à permettre aux blessés de respirer. Ils s'efforcent de maintenir l'évent du dauphin à l'air. L'évent, c'est justement ce qui permet à un dauphin de respirer. C'est le petit trou qui est placé au sommet de son crâne. Et notez que les dauphins secouristes restent immergés. Par conséquent, lorsqu'ils tentent d'aider leur ami, eux-mêmes ne peuvent pas respirer. Tout le banc de dauphins est resté à proximité du blessé alors que la réaction logique qu'on aurait pu attendre d'eux aurait été de s'enfuir. Mais une fois que leur compagnon avait repris ses esprits, eh bien ils partirent tous ensemble en réalisant des bonds fantastiques comme tout dauphin qui se respecte. Encore une fois, les témoignages de dauphins sauvant la vie d'autres animaux ou parfois même d'êtres humains pullulent. Sauf dans les îles Féroé, oui. Bon, là ma blague est tombée à l'eau sans mauvais jeu de mots. Pourquoi? Parce que dans les îles Féroé, il existe une tradition qui s'appelle le grind. C'est une chasse traditionnelle qui consiste à tuer le plus de baleines et de dauphins possible. C'est horrible, c'est horrible. Tout de suite. Non, moi j'estime que les traditions c'est important. Il faut avoir des valeurs dans la vie, on n'est pas des bêtes quand même, enfin. La troisième histoire est celle d'Ala, un babouin employé par un éleveur de chèvres. Je précise tout de suite, Allah, le babouin ne s'écrit pas du tout de la même manière qu'Allah
le dieu des musulmans. Voilà, pas de blasphème sur ma chaîne, hein. J'ai pas envie de me faire couper la tête pour une petite vidéo. Alors comme je vous le disais, le babouin avait été élevé par un éleveur de chèvres. Il connaissait parfaitement toutes les relations entre les chevreaux et leur mère. Il était capable de réagir à la moindre des supplications de n'importe quel chevreau. Il le prenait alors sous son bras et l'emmenait dans la grange où se trouvait sa mère et le déposait sous elle afin qu'elle l'allaite. Faisait-il mécaniquement cette tâche parce qu'on lui avait appris ou avait-il un minimum de compréhension de ce que voulaient les chevreaux et donc un minimum d'empathie? Très probablement, un peu des deux. Bien évidemment, si vous vous sentez mal et que vous présentez tous les signes avant-coureurs d'un infarctus, je vous encourage plutôt à compter sur le SAMU et autres pompiers plutôt que sur votre singe domestique que vous avez acheté sur eBay. Et que les choses soient bien claires, je ne suis pas un écologiste fanatique qui idéalise les animaux et déteste les hommes, même si je préfère les femmes. Ça va sans dire. Car il n'y a évidemment pas que de l'empathie chez les animaux, il y a aussi beaucoup de violence. Si un tigre a faim, il est fort peu probable qu'il fasse preuve d'empathie à votre égard. De la même manière, il n'y a pas que de la violence, de la compétition et de la haine chez les humains, puisqu'il y a aussi, et heureusement, beaucoup d'empathie. Malgré cela, je me permettrai de terminer sur une citation d'Alphonse de Lamartine. Ça fait toujours bien, ouais, même si j'ai lu aucune de ses œuvres, bon ça c'est un détail. Voilà la citation. On n'a pas deux cœurs, l'un pour l'homme, l'autre pour l'animal. On a du cœur, ou on n'en a pas. Méditez ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.